Un homme fait emmurer son père vivant dans un mur, s'empare d'un trône qui ne lui appartient pas, puis disparaît au sommet d'un rocher de 200 mètres en plein cœur de la jungle tropicale. Et là, en 18 ans à peine, il fait surgir l'un des complexes architecturaux les plus sophistiqués de l'Asie ancienne. Un monolithe rouge qui perce la canopée, visible à des kilomètres à la ronde. Comment un roi que ses propres chroniqueurs appelaient fou a-t-il pu créer quelque chose d'aussi extraordinaire? Bonjour à tous, je suis Victor Latour. Aujourd'hui, nous partons au Sri Lanka, à la découverte de Sigiriya, le rocher du lion, une forteresse-palais du 5e siècle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérée par beaucoup comme la 8e merveille du monde. 10 faits, 10 histoires qui vont vous surprendre. On commence tout de suite. Fait premier. Un roi qui assassine son père et fait construire l'une des plus belles capitales de l'Asie ancienne. Voilà le paradoxe au cœur de Sigiriya. Nous sommes à la fin du 5e siècle de notre ère, dans le royaume de Ceylan. Le roi Datusena règne depuis Anuradhapura, l'antique capitale singalaise fondée des siècles plus tôt. Il a deux fils. Mogalana, né de l'épouse royale légitime et héritier désigné du trône, et Kassapa, né d'une concubine, brillant, ambitieux et exclu par les lois de succession. Kassapa ne l'accepte pas. Avec l'aide de Migara, le neveu du roi et commandant de l'armée, il fomente un coup d'État. Son père est renversé, emprisonné, puis exécuté d'une manière qui restera dans les chroniques. Kassapa le fait emmurer vivant dans les fondations d'un barrage qu'il était lui-même en train de faire construire. Mogalana, comprenant ce qu'il attend, s'enfuit en Inde du Sud et jure de revenir. Kassapa monte sur le trône. Mais dès ce moment, une question s'impose, et personne à la cour n'ose y répondre clairement. Un roi qui a tué son père peut-il vraiment régner en sécurité depuis la capitale de ce même père? La réponse de Kassapa est architecturale. Il abandonne Anuradhapura, ville chargée de la mémoire de son crime, hostile à sa légitimité, et choisit pour nouvelle capitale un lieu que personne n'aurait imaginé. Un monolithe de granit rose de près de 200 mètres de haut surgit au milieu de la jungle du centre de l'île comme une anomalie géologique. Ce rocher s'appelle Sidiriya, terme singalais qui signifie rocher du lion. Le chantier qui s'ouvre alors est proprement vertigineux. Des milliers d'ouvriers travaillent sur les pentes et au sommet du rocher. On taille des escaliers dans la roche vive, on érige des remparts, on creuse des douves profondes. Autour du pied du rocher, des jardins symétriques sont dessinés avec une précision géométrique remarquable, alimentés par un réseau hydraulique souterrain d'une ingéniosité rare. Au sommet, un palais royal prend forme, avec des citernes, des bassins et des espaces de vie pour toute la cour. Les chroniques évoquent une ville entière, gardes, servants, prêtres, artisans, courtisanes, tout un monde suspendu à 200 mètres au-dessus de la plaine. Kassapa règne depuis Sigiriya pendant 18 ans. Il y vit reclus pour l'essentiel, scrutant l'horizon depuis son palais en hauteur. Ce n'est pas de la grandeur sereine, c'est de la paranoïa organisée en chef-d'œuvre. Chaque détail du site, les multiples lignes de défense, les fossés infranchissables, la position dominante du rocher, répond à une obsession unique, empêcher son frère de revenir. C'est ici que le paradoxe se résout. Kassapa n'a pas construit Sigiriya malgré sa folie, il l'a construite à cause d'elle. La peur, transformée en ambition architecturale démesurée, a produit un site d'une sophistication que l'Asie du 5e siècle n'avait jamais vue. Les chroniques bouddhistes, rédigées au XIIIe siècle, 1000 ans après les faits, le présentent comme un monstre sans nuance. Des chercheurs plus récents, à commencer par l'orientaliste singalais Senarat Paranavitana au siècle dernier, ont proposé une lecture plus complexe. Un homme convaincu de sa propre nature divine, cherchant à faire de Sigiriya une image terrestre du mont Kailash, demeure des dieux hindous, pour légitimer un règne que rien ne légitimait de droit. Un usurpateur qui voulait se faire passer pour un dieu, et qui, pour y parvenir, a élevé l'une des capitales les plus extraordinaires de l'histoire ancienne. En 477 de notre ère, un parricide montait sur le trône de Ceylan. En 495, il mourait dans une bataille. Entre ces deux dates, il avait laissé une œuvre que le monde entier visite encore aujourd'hui, 15 siècles plus tard. Fait deuxième.
À mi-hauteur du rocher de Sigiriya, deux pattes de lion colossales taillées dans la brique encadrent encore aujourd'hui l'entrée du dernier escalier menant au sommet. Ce sont les seuls vestiges d'une statue monumentale qui, au 5e siècle, faisait de l'accès au palais royal l'une des expériences architecturales les plus saisissantes du monde ancien, et dont la tête a disparu sans laisser la moindre trace. Au 5e siècle, quiconque souhaitait atteindre le palais de Cassapa devait traverser plusieurs lignes de défense, franchir les jardins d'eau, gravir les flancs du rocher, longer la galerie des fresques, puis déboucher sur une terrasse intermédiaire. Là l'attendait quelque chose que nulle autre capitale du monde n'offrait. Une gigantesque gueule de lion grand ouverte, construite en briques enduites de stuc et peinte de vives couleurs, si haute qu'un homme debout entre ses mâchoires paraissait minuscule. L'escalier final vers le palais passait littéralement à l'intérieur de cette tête. On montait entre les crocs, on progressait dans la gorge de l'animal et l'on ressortait au sommet. Entrer dans le palais de Cassapa, c'était entrer par la gueule du lion. L'effet était calculé avec précision. Le lion est l'emblème royal par excellence dans la tradition singalaise. Le mot Sinhala, le nom même du peuple majoritaire du Sri Lanka, signifie peuple du lion. En franchissant cette gueule, le visiteur ne pénétrait pas dans un simple palais. Il entrait dans le corps du pouvoir royal, dans le symbole vivant de la légitimité du roi. Pour les ambassadeurs, les dignitaires étrangers, les chefs militaires convoqués en audience, l'impact devait être immédiat et inoubliable. Kassapa, roi sans légitimité dynastique, avait besoin de ce genre de démonstration. Les deux pattes qui subsistent aujourd'hui mesurent chacune environ 14 mètres de long. Elles sont sculptées avec un souci du détail remarquable. Les griffes sont individualisées, les volumes sont travaillés, la posture est celle d'un félin au repos mais en alerte. À partir de ces proportions, les archéologues ont pu reconstituer les dimensions approximatives de la statue complète. La tête s'élevait à une hauteur estimée à une quinzaine de mètres au-dessus de la terrasse, ce qui plaçait le sommet de la sculpture à mi-chemin entre le sol et le sommet du rocher. Une masse de briques et de stucs de plusieurs centaines de tonnes, exposée au vent de la mousson et aux pluies tropicales pendant des siècles. C'est précisément là que réside le mystère qui a longtemps intrigué les chercheurs. Une tête de cette masse, si elle s'était effondrée brutalement, aurait laissé des traces considérables. Des débris, des décombres, des marques d'impact sur la terrasse et les structures environnantes. Or, les archéologues n'ont trouvé aucun effondrement catastrophique de ce type. La disparition de la tête s'explique plus vraisemblablement par une dégradation progressive sur plusieurs siècles. Après l'abandon du site au XIVe siècle, les briques non consolidées ont été lentement désagrégées par l'érosion, puis récupérées par les habitants des villages voisins comme matériaux de construction, une pratique documentée sur d'innombrables sites archéologiques à travers l'Asie. La tête n'est pas tombée d'un coup. Elle a fondu, brique par brique, dans la campagne environnante. Un poème gravé sur le mur miroir au IXe siècle évoque encore la face du grand lion, avec une précision qui indique que la statue était alors relativement bien conservée, quelques 4 siècles après la mort de Kassapa. C'est un détail précieux. Il permet de dater approximativement le début de la dégradation et de confirmer que la disparition s'est étalée sur plusieurs siècles, et non sur quelques décennies. L'œuvre que Kassapa avait voulu éternelle a survécu à son créateur de 600 ans au moins, avant de se dissoudre silencieusement dans la jungle et dans les murs de maisons anonymes dont personne ne soupçonne l'origine royale. Fait troisième. Les fontaines des jardins de Sidiria fonctionnent encore aujourd'hui, 15 siècles après leur construction, sans aucune intervention mécanique, sans pompe, sans moteur. Par la seule force de la gravité et de la pression naturelle de l'eau, exactement comme au 5e siècle. Les jardins qui s'étendent au pied du rocher sont aujourd'hui reconnus comme l'un des plus anciens exemples de planification paysagère documentés en Asie. Mais derrière leur apparence sereine, bassins rectangulaires couverts de lotus, allées symétriques, îlots artificiels, se dissimule un système d'ingénierie hydraulique d'une complexité qui a déconcerté les archéologues pendant des décennies. Non pas parce qu'il était mystérieux, mais parce qu'il était d'une sophistication que l'on n'attendait pas du 5e siècle. Le défi posé à Kassapa et à ses ingénieurs était considérable.
Le palais royal se trouvait au sommet d'un rocher de près de 200 mètres. Il fallait y acheminer de l'eau courante, pour la piscine royale, pour les citernes, pour les jardins, pour les besoins quotidiens de toute une cour. La source la plus proche capable d'alimenter un tel réseau était un réservoir situé à plus de 10 km du site. Creuser une canalisation souterraine sur cette distance, dans la roche et la terre tropicale, était déjà un exploit. Mais le véritable tour de force était ailleurs. L'écart d'altitude entre ce réservoir et le point d'arrivée de la canalisation à Sigiriya n'excédait pas 50 cm, soit une pente de 1 sur 20 000 sur 10 km. Une précision de nivellement que les ingénieurs romains contemporains, pourtant réputés pour leur maîtrise hydraulique, auraient reconnue comme exceptionnelle. Cette pente infinitésimale suffisait à faire jaillir l'eau à l'arrivée et à alimenter l'ensemble du réseau des jardins. Des fontaines jaillissaient dans les bassins symétriques grâce à des colonnes creuses en pierre, reliées à des canaux souterrains où la pression naturelle de l'eau, accumulée sur 10 km de conduite légèrement en pente, se trouvait libérée vers le haut. 4 fontaines fonctionnaient ainsi de manière continue, alimentant également des réservoirs communicants dont le niveau restait identique en toutes circonstances. Depuis le sommet du rocher, un système de citernes étagées permettait ensuite à l'eau de descendre en cascade vers les jardins inférieurs, puis de repartir vers les fossés extérieurs. Ce réseau entier a été mis hors service à l'abandon du site au XIVe siècle. Quand les archéologues sri-lankais ont entrepris de dégager et de restaurer les jardins à partir des années 1950, ils ont découvert que les canalisations en pierre soigneusement assemblées étaient remarquablement bien conservées. Le gouvernement sri-lankais a tenté, à plusieurs reprises dans la seconde moitié du XXe siècle, de remettre les fontaines en fonctionnement. Les premiers essais ont révélé que le système fonctionnait encore, imparfaitement, mais fonctionnait. Aujourd'hui, lors des fortes pluies de mousson, quand les réservoirs qui alimentent le réseau se remplissent suffisamment, les fontaines de Sigiriya jaillissent à nouveau, entre 30 et 40 cm au-dessus du sol, sans qu'aucune main humaine n'intervienne. À titre de comparaison, les premières fontaines du parc de Versailles, réputées pour leur sophistication hydraulique, n'ont été inaugurées que plus d'un millénaire après celles de Sigiriya. Louis XIV avait mobilisé des centaines d'ingénieurs et dépensé des sommes colossales pour résoudre le problème de l'alimentation en eau de ses jardins. Les ingénieurs cingalais du Ve siècle avaient résolu un problème techniquement comparable avec des moyens infiniment plus modestes, et leur solution tient encore 15 siècles plus tard, quand celle de Versailles a dû être entièrement repensée et modernisée au cours des siècles suivants. Fait quatrième. Les fresques les mieux conservées de l'Asie médiévale se trouvent sur la paroi d'un rocher exposé aux pluies tropicales depuis 15 siècles. Et ce que l'on voit aujourd'hui ne représente qu'une infime fraction de l'œuvre originelle. À mi-hauteur du rocher de Sigiriya, une large anfractuosité naturelle balafre la face sud sur plusieurs dizaines de mètres. C'est là que se trouvent les demoiselles. 21 figures féminines, peintes à même la roche, représentées en buste ou en pied, aux couleurs encore vives après 1500 ans. Ocre, rouge, vert, noir, blanc. Elles tiennent des fleurs ou des plateaux de fruits, leurs épaules sont nues, leurs bijoux sont rendus avec une précision d'orfèvre. Certaines émergent de nuages peints à leur taille, comme si elles flottaient au-dessus du monde. 10 d'entre elles sont dans un état de conservation remarquable. Les 11 autres sont fragmentaires mais lisibles. Elles constituent les seules images féminines de toute la période médiévale de Ceylan. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est pourtant qu'un vestige. Un contemporain de la redécouverte du site au XIXe siècle a écrit que la totalité de la face de la colline semblait avoir été une gigantesque galerie de peinture. Les estimations des archéologues parlent d'environ 500 figures à l'origine, déployées sur 150 mètres de falaise et jusqu'à 40 mètres de hauteur dans les parties les plus larges. Le reste a disparu, victime des siècles d'exposition aux éléments sur les parties non protégées par le surplomb rocheux. L'identité de ces femmes est restée longtemps au cœur d'un débat académique qui n'est pas entièrement clos. La lecture la plus ancienne, proposée par l'archéologue britannique H.C.P. Bell à la fin du XIXe siècle, y voyait les courtisanes du harem royal de Kassapa, immortalisées en procession votive.
Une interprétation séduisante, nourrie par les chroniques qui évoquent 1000 demoiselles entourant le roi dans sa retraite. Sénarat Paranavitana, le grand épigraphiste singalais qui a consacré sa vie à l'étude de Siddhiriya, a proposé au milieu du XXe siècle une lecture plus symbolique. Les figures représenteraient des princesses de la foudre et des demoiselles des nuages, incarnations célestes liées au culte de la divinité royale que Kassapa aurait cherché à instaurer. Les recherches plus récentes penchent vers une interprétation intermédiaire. Des apsaras, nymphes célestes issues de la tradition hindoue et bouddhiste, dont les modèles auraient été les dames de la cour réelle. Ni portrait documentaire, ni pure abstraction religieuse. Quelque chose entre les deux, à la manière dont l'art de cour fonctionne dans toutes les civilisations. Ce qui est certain, c'est que leur style est unique. À la différence des fresques contemporaines d'Ajanta, en Inde, qui représentent des thèmes bouddhiques stylisés, les demoiselles de Sigiriya dégagent un naturalisme et une sensualité sans équivalent connus pour cette période. Les visages sont individualisés, les postures sont vivantes, les carnations varient d'une figure à l'autre. Elles ne ressemblent à rien d'autre de ce que l'on connaît du 5e siècle en Asie du Sud. En 1967, elles ont failli disparaître définitivement. Un acte de vandalisme délibéré a irrémédiablement effacé le visage de 2 d'entre elles et recouvert les autres d'une peinture verte que les autorités sri-lankaises ont mis des années à éliminer, au prix d'un certain affadissement des couleurs originelles. L'auteur de cet acte n'a jamais été formellement identifié. Depuis, l'accès aux fresques est strictement encadré, la photographie y est interdite et le site fait l'objet d'une surveillance permanente. Ce qui a survécu à 15 siècles de mousson tropicale a bien failli ne pas survivre à une nuit de 1967. Fait 5e. Le mur le plus célèbre de Siddhiriya n'est pas une fortification. C'est une surface de stuc poli longue de plusieurs dizaines de mètres, sur laquelle des visiteurs anonymes ont gravé leurs pensées pendant 8 siècles, et ce corpus constitue aujourd'hui l'un des ensembles de poésie médiévale les plus précieux qui existent au monde. Le mur miroir longe le chemin d'ascension juste en dessous de la galerie des fresques, protégeant les visiteurs du précipice sur leur gauche. Il tire son nom de l'enduit extraordinaire dont il est recouvert depuis le 5e siècle. Un stuc à base de chaux et d'œufs, appliqué en couches successives puis poli jusqu'à obtenir une surface réfléchissante. Cet enduit est d'origine. Il a résisté à 15 siècles de climat tropical sans se désagréger, ce qui constitue en soi un exploit technique dont la recette exacte reste partiellement méconnue. Quand les premiers visiteurs post-Kassapa ont commencé à fréquenter le site, au VIe siècle, ils se sont trouvés face à cette surface blanche et brillante, tendue le long du chemin menant aux fresques. Et ils ont commencé à écrire. Les premières inscriptions datent du VIe siècle, soit environ un siècle après l'abandon du site à la mort de Kassapa. Elles se sont multipliées pendant 8 siècles, jusqu'au XIVe siècle, pour former un ensemble de plus de 1500 textes gravés en minuscules caractères dans le stuc poli. Sénarat Paranavitana, l'épigraphiste singalais qui a consacré une grande partie de sa carrière à leur déchiffrement, en a publié 685 dans un ouvrage monumental paru en 1956. Des recherches ultérieures ont permis d'en déchiffrer 820 supplémentaires. Le corpus total dépasse aujourd'hui 1500 textes identifiés, et d'autres restent encore illisibles. Ce qui rend ces inscriptions exceptionnelles, c'est leur diversité sociale. Parmi les auteurs identifiés, car une bonne moitié des textes sont signés, on trouve des membres de familles princières, des fonctionnaires royaux, des moines bouddhistes ordonnés et novices, des marchands, des artisans, des soldats, des archers, et même un forgeron. Une douzaine de femmes ont également laissé leurs traces. Certains visiteurs mentionnent leur ville d'origine, parfois distante de plusieurs centaines de kilomètres. D'autres évoquent les difficultés du voyage jusqu'au site. Ce mur est, en ce sens, un document social d'une richesse rare. Il donne la parole à des gens ordinaires du 8e, du 9e et du 10e siècle, dans leur langue quotidienne, avec leurs émotions personnelles. La grande majorité des textes sont des poèmes adressés aux demoiselles des fresques visibles juste au-dessus. Leurs auteurs y expriment l'admiration, le désir, l'émerveillement et parfois l'irritation. Un visiteur masculin du 8e siècle a gravé que les dames aux chaînes d'or sur la poitrine lui faisaient signe, et que depuis qu'il les avait vues,
Le paradis avait perdu tout attrait à ses yeux. Une visiteuse, moins enthousiaste, a répondu à sa manière, en écrivant que ces demoiselles aux yeux de biche éveillaient en elle non pas l'admiration, mais la colère. Ce bref échange à travers les siècles, un homme ébloui, une femme agacée, gravés l'un près de l'autre sur un mur de stuc, est l'un des moments les plus humains que l'archéologie médiévale ait préservé. Les poèmes du mur miroir constituent également la plus ancienne poésie en langue singalaise qui nous soit parvenue sous forme écrite. Ils ont permis aux linguistes de reconstituer l'évolution de cette langue sur 8 siècles, d'identifier des mots disparus, de comprendre des structures grammaticales archaïques. Un mur que Kassapa avait fait construire pour protéger les visiteurs d'un précipice est devenu, sans que personne ne l'ait prévu, le premier grand monument littéraire du Sri Lanka. Fait sixième. Les jardins de Sigiriya sont antérieurs de plusieurs siècles aux jardins islamiques de Perse, aux jardins Song de Chine et aux jardins moghols de l'Inde. Et pourtant, quand on évoque les grandes traditions du jardin paysager dans l'histoire de l'humanité, Sigiriya n'y figure presque jamais. Au 5e siècle, lorsque Kassapa choisit le rocher de Sigiriya pour y établir sa capitale, il ne se contente pas de fortifier un sommet. Il fait aménager, au pied du rocher et sur ses flancs, un complexe de jardins qui s'étend sur plusieurs hectares selon un plan d'une rigueur géométrique saisissante. Ce plan n'est pas intuitif. Il repose sur un module carré précis, répété et décliné depuis le centre du complexe palatial vers l'extérieur, organisant l'espace en zones distinctes mais interdépendantes. Les archéologues qui ont dégagé le site au XXe siècle ont été frappés par la clarté de cette organisation, visible depuis le sommet du rocher comme une démonstration délibérée de maîtrise du territoire. Les jardins se divisent en 3 ensembles distincts. Le premier, le plus proche du rocher, est constitué de jardins d'eau. Bassins rectangulaires aux bords soigneusement maçonnés, canaux reliant les bassins entre eux, îlots artificiels accessibles par des passerelles de pierre, fontaines jaillissantes alimentées par le réseau hydraulique souterrain. La symétrie y est absolue. Chaque élément du côté nord trouve son exact miroir du côté sud. Ce niveau de précision dans la planification paysagère n'a pas d'équivalent connu pour cette période en Asie du Sud. Le deuxième ensemble est constitué de jardins de rochers, où d'immenses blocs de granit naturel ont été intégrés dans le dessin paysager avec une habileté remarquable. Des escaliers taillés dans la roche vive relient les différents niveaux. Des pavillons ont été construits entre les blocs, des surfaces planes ont été ménagées pour des espaces de réception en plein air. Ici, la géométrie cède la place à une composition organique qui joue délibérément avec les formes accidentelles de la géologie, un contraste voulu avec la rigueur des jardins d'eau en contrebas. Ce passage de la symétrie stricte à l'asymétrie calculée révèle une pensée paysagère d'une sophistication réelle, qui distingue Sigiriya de la simple accumulation décorative. Le troisième ensemble, sur les terrasses qui entourent la base du rocher, est constitué de jardins en gradins, épousant les contours naturels du terrain. C'est là que se trouvaient vraisemblablement les espaces de vie de la cour, les pavillons d'été, les zones de promenade quotidienne. Les fondations de plusieurs structures sont encore visibles, indiquant un urbanisme cohérent plutôt qu'une juxtaposition désordonnée de constructions. Ce qui rend cet ensemble particulièrement remarquable aux yeux des historiens du jardin, c'est qu'il est documenté et daté avec une précision rare pour cette époque. Les inscriptions du mur miroir, rédigées par des visiteurs des 8e, 9e et 10e siècles, mentionnent les jardins et leurs bassins comme des éléments familiers du site, ce qui prouve leur existence et leur entretien plusieurs siècles après Kassapa. Les relevés archéologiques du XXe siècle ont permis de reconstituer le plan général avec une fiabilité suffisante pour affirmer que l'essentiel de ce que l'on voit aujourd'hui correspond à la conception originelle du Ve siècle, non à des reconstructions ultérieures. Un chercheur américain spécialiste de l'histoire des jardins, visitant le site dans les années 1980, a constaté que l'organisation spatiale de Sigiriya anticipait des principes de composition paysagère que l'on croyait apparus en Europe à la Renaissance. L'alternance délibérée entre ordre géométrique et nature intégrée, la perspective construite depuis un point central dominant, l'usage de l'eau comme élément structurant autant qu'esthétique.
Ces principes étaient à Sigiriya 1000 ans plus tôt, dans la jungle tropicale de Ceylan, commandé par un roi que ses propres chroniqueurs appelaient un meurtrier. Fait septième. Le roi qui avait construit la forteresse la plus sophistiquée de son époque est mort non pas vaincu par une armée supérieure, non pas trahi par un général, non pas emporté par la maladie, mais abandonné sur le champ de bataille à cause d'un malentendu entre lui et ses propres troupes. Pendant 18 ans, Kassapa avait vécu dans l'attente. Depuis le sommet de Sigiriya, il scrutait l'horizon au sud et à l'est, sachant que son demi-frère Mogalana reviendrait. Il avait construit ses défenses, multiplié les lignes de protection, formé son armée. Mais il avait aussi, peu à peu, commis l'erreur inverse de celle qu'il craignait. En s'enfermant dans sa forteresse imprenable, il avait laissé à Mogalana le temps de préparer sa revanche, sans jamais l'affronter directement. Pendant 18 ans, Mogalana avait œuvré en Inde du Sud, rallié des soutiens, constitué une armée avec l'aide d'un raja local et traversé le détroit de Palk pour débarquer à Ceylan. En 495 de notre ère, les deux armées se font face dans les plaines qui s'étendent au pied du rocher de Sigiriya. C'est là, sur ce terrain plat, que Kassapa connaît parfaitement, pour l'avoir contemplé pendant presque 2 décennies depuis son palais suspendu, que se joue la bataille décisive. Kassapa commande depuis le dos de son éléphant de guerre, usage militaire classique de l'époque qui confère au souverain une hauteur et une visibilité sur le champ de bataille et signale sa présence à ses troupes comme un étendard vivant. À un moment donné de la bataille, Kassapa tente une manœuvre tactique. Les sources ne précisent pas laquelle, un contournement, une retraite feinte destinée à attirer l'ennemi dans une position défavorable, peut-être simplement un repositionnement. Son éléphant change de direction, et c'est là que tout bascule. Ces soldats, qui observent leur roi se déplacer vers l'arrière, interprètent le mouvement non pas comme une manœuvre calculée, mais comme une fuite. La rumeur se propage en quelques instants dans les rangs. Le roi recule. Le roi abandonne le combat. L'armée de Kassapa se débande et le laisse seul. Ce détail est rapporté par la chronique singalaise du Kulavamsa, rédigée au XIIIe siècle, soit quelques 8 siècles après les faits, par des auteurs bouddhistes hostiles à Kassapa. Il convient donc de le lire avec prudence. Mais la mécanique humaine qu'il décrit est universellement reconnaissable. La panique collective sur un champ de bataille, le malentendu qui transforme une décision tactique en signal de déroute, l'effondrement instantané d'une armée qui perd confiance en son chef. Ce type d'épisode est documenté dans les guerres de toutes les époques et de toutes les cultures. Rien dans ce récit n'a besoin d'être inventé pour être crédible. Seul, abandonné de ses troupes, Kassapa ne se rend pas. Il se tranche la gorge avec sa propre épée ou se jette sur elle, selon les versions. Mogalana prend le contrôle du champ de bataille, récupère le corps de son frère et ordonne le retour à Anuradhapura comme capitale légitime du royaume. Sigiriya est abandonné. Les trésors du palais sont emportés, les structures en bois commencent à se dégrader, et le site est remis aux moines bouddhistes que Kassapa avait chassés 18 ans plus tôt pour y construire sa forteresse. Il y a dans cette fin quelque chose d'une ironie tragique que les chroniqueurs eux-mêmes n'ont pas manqué de souligner. L'homme qui avait passé 18 ans à construire une forteresse imprenable pour se protéger de son frère n'est pas mort dans cette forteresse. Il en était descendu, avait accepté la bataille en terrain ouvert, et avait été trahi non par son ennemi, mais par l'animal sur lequel il se tenait et par les soldats qui l'observaient. Sigiriya n'avait jamais été prise, elle avait simplement été abandonnée. Fait huitième. Sigiriya a été perdue pendant près de 5 siècles. Ni les Portugais, ni les Hollandais, qui ont successivement colonisé le littoral de Ceylan, n'en ont jamais entendu parler. C'est un officier militaire britannique rentrant d'une excursion à cheval qui l'a rendu au monde, par une matinée brumeuse de 1831. Après la mort de Kassapa en 495, Sigiriya est redevenu un monastère bouddhiste. Les moines y ont vécu pendant plusieurs siècles, entretenant les structures, habitant les grottes et les bâtiments du site. Les dernières mentions du lieu dans les chroniques locales remontent au XIIe siècle, lorsque le roi Parakramabau le Grand aurait effectué des travaux de restauration sur le site. Après le XIVe siècle, Sigiriya disparaît des textes. La jungle tropicale reprend ses droits sur les jardins,
Les fossés se comblent, les structures en briques s'effritent sous les lianes et les racines. Les villages environnants continuent d'exister. Leurs habitants connaissent vaguement l'existence d'un rocher ancien dans la forêt, mais personne ne fait le lien avec la capitale royale décrite dans les vieilles chroniques. Les puissances coloniales européennes qui se succèdent sur l'île, les Portugais au XVIe siècle, les Hollandais au XVIIe, n'en font aucune mention dans leurs archives. Sigiriya n'existe plus que comme un nom dans les textes en pali que personne ne lit. La situation change avec la prise de contrôle britannique de l'ensemble de Ceylan en 1815. L'administration coloniale entreprend de traduire les anciennes chroniques singalaises, notamment le Kulavamsa, ce récit historique bouddhiste qui raconte, entre autres, l'histoire de Kassapa et de sa forteresse sur le rocher du Lion. Georges Turnour, fonctionnaire de l'administration civile de Ceylan, publie sa traduction du Mahavamsa en 1836. Mais dès les années qui précèdent, la mention d'une capitale royale perdue dans la jungle centrale de l'île commence à circuler parmi les officiers et les administrateurs britanniques. Plusieurs d'entre eux cherchent à localiser ce site sans y parvenir. Jonathan Forbes est major dans le 78e régiment des Highlanders de l'armée britannique, en poste à Ceylan depuis 1827. C'est aussi un homme de lettres, curieux d'histoire et de nature, qui publiera en 1840 un ouvrage en 2 volumes sur ses 11 années passées dans l'île. En 1831, il rentre à cheval de Polonnaruwa en compagnie de quelques amis. Le groupe décide de faire un détour pour tenter de localiser le rocher légendaire dont les chroniques font mention. Après plusieurs miles de piste dans la forêt, le brouillard matinal commence à se dissiper. Forbes aperçoit alors dans le reflet d'une étendue d'eau immobile la silhouette d'un sommet couvert de broussailles. Il note dans son journal qu'en s'approchant, il distingue à travers les arbres des murs de pierre massifs apparaissant près de la base du rocher, et qu'il comprend à cet instant qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Forbes explore le site en 1831 jusqu'au niveau du mur miroir, puis y retourne en 1833 pour cartographier les remparts et les fossés extérieurs. Il ne tente pas l'ascension du sommet. Les habitants locaux l'en dissuadent, évoquant des ours et des léopards dans les hauteurs du rocher. Ces publications attirent l'attention des antiquaires et des archéologues. Les premières fouilles systématiques commencent dans les années 1890 sous la direction de Harry Charles Purvis Bell, premier commissaire archéologique de Ceylan, qui consacre plusieurs saisons de travail à dégager les jardins, les fossés et les structures du site. C'est à partir de ces travaux que Sigiriya commence à être compris non pas comme une simple ruine isolée, mais comme une ville entière, l'une des plus remarquables de l'Asie ancienne. Fait 9e. Le gouvernement sri-lankais a tenté à plusieurs reprises d'éradiquer les frelons de Sigiriya à grand renfort d'insecticides et de répulsifs. Chaque fois, les essaims se sont reconstitués l'année suivante, plus importants qu'avant. Les autorités ont finalement renoncé et ont commencé à construire des abris pour protéger les touristes. Les frelons ont toujours été présents à Sigiriya. Les parois verticales du rocher, ses anfractuosités naturelles et les cavités ménagées dans la maçonnerie ancienne offrent des conditions idéales pour l'installation de grands essaims. Mais ce n'est qu'avec l'afflux massif de visiteurs au XXe siècle que leur présence est devenue un problème pratique. Les frelons de Sigiriya appartiennent à une espèce particulièrement grande et particulièrement agressive lorsqu'elle se sent menacée. Plusieurs visiteurs ont été attaqués au fil des années, certains grièvement. Les autorités du site ont commencé à recevoir des plaintes et ont décidé d'agir. Les premières campagnes d'éradication ont eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle. Des équipes spécialisées ont neutralisé les essaims un par un, détruit les nids, traité les parois avec des répulsifs chimiques puissants. Le résultat était spectaculaire. Pendant quelques mois, le rocher était débarrassé de ses occupants indésirables. Puis le printemps suivant est arrivé, et avec lui de nouveaux essaims, installés exactement aux mêmes emplacements que les précédents, souvent plus nombreux encore. La même opération a été menée une deuxième fois, avec le même résultat. Puis une troisième. À chaque cycle, les frelons revenaient. La raison de cette résistance est purement écologique. Le rocher de Sigiriya se dresse au milieu d'une étendue de jungle dense qui constitue un réservoir inépuisable de colonies de frelons.
Détruire les essaims sur le rocher ne fait que libérer des emplacements que de nouvelles colonies viennent aussitôt occuper, attirées par la qualité exceptionnelle des sites de nidification que le rocher offre. Hauteur, exposition, protection partielle des intempéries, cavités profondes dans la maçonnerie ancienne. Éradiquer durablement les frelons de Sidiria supposerait d'éradiquer toutes les colonies dans un rayon de plusieurs kilomètres à la ronde, ce qui est à la fois impossible et écologiquement absurde. Les autorités ont donc pris acte de la situation et ont opté pour une coexistence organisée. Des cabanes grillagées ont été installées à des emplacements stratégiques le long du parcours, offrant aux visiteurs des refuges où s'abriter en cas d'attaque. Des guides formés à la gestion de ce risque encadrent les groupes dans les zones les plus exposées. Ce dénouement pragmatique a nourri une légende que les habitants cingalais des villages environnants cultivent avec une conviction sincère. Selon cette tradition populaire, les frelons sont les gardiens du roi Kassapa, les sentinelles que le roi parricide a laissées pour protéger son palais après sa mort. Ils n'attaquent pas au hasard. Ils s'en prennent à ceux qui montent avec de mauvaises intentions, à ceux qui manquent de respect au lieu, à ceux que le roi ne souhaite pas accueillir. Cette lecture n'est pas une invention récente destinée aux touristes. Elle est enracinée dans la tradition locale depuis des générations et reflète quelque chose de profond dans la manière dont les communautés cingalaises ont toujours entretenu un rapport de continuité vivante avec les sites anciens qui ponctuent leur territoire. Il y a une cohérence inattendue entre la légende et la réalité. Kassapa avait conçu Sigiriya comme un système défensif total. Jardins inondables, rochers en équilibre instable, fossés, murailles, position dominante. Que son palais soit aujourd'hui gardé par des créatures que nul ne peut ni contrôler ni chasser et qui attaquent sans préavis ceux qui s'approchent de trop près, aurait peut-être satisfait ce roi qui avait passé 18 ans à chercher l'inviolabilité parfaite. Fait 10e. Le site que le monde entier connaît comme le palais d'un roi parricide a été un lieu de vie monastique bouddhiste pendant près de 2000 ans, soit une durée 20 fois supérieure au règne de Kassapa. Le récit dominant efface presque entièrement cette réalité. Les premières traces d'occupation humaine à Sigiriya remontent à environ 5000 ans avant notre ère, durant la période mésolithique. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui utilisaient les grottes naturelles au pied du rocher comme abri temporaire. Mais c'est à partir du IIIe siècle avant notre ère que le site acquiert une fonction durable et documentée. Des moines bouddhistes s'y installent, attirés par l'isolement relatif du lieu, la multiplicité des grottes et la présence d'eau. Des inscriptions en écriture brahmi gravées sur les bords des abris rocheux, certaines parmi les plus anciennes de Ceylan, enregistrent les donations de ces grottes à la communauté monastique par des bienfaiteurs locaux. Le rocher de Sidiria était, avant tout, un lieu de retraite spirituelle. Quand Kassapa décide d'y établir sa capitale en 477, les moines sont déjà là depuis environ 7 siècles. Il ne les chasse pas, il les déplace. Il fait construire pour eux un nouveau monastère sur le rocher voisin de Pidurangala, à environ 1 kilomètre au nord, connu sous le nom de temple d'Upalavana Kassapa Giri. Ce geste dit quelque chose d'important sur la nature du pouvoir à Ceylan au 5e siècle. Même un roi usurpateur, même un parricide rejeté par le clergé bouddhiste, ne pouvait pas simplement expulser des moines sans leur offrir une alternative. La communauté religieuse avait un poids social et politique que la force militaire seule ne pouvait ignorer. Les ruines du monastère de Pidurangala sont encore visibles aujourd'hui, et le site est toujours actif comme lieu de culte. À la mort de Kassapa, en 495, Moggallana ordonne le retour à Anuradhapura et restitue Sigiriya à la communauté monastique. Les moines réinvestissent le site qu'ils avaient quitté 18 ans plus tôt et l'occupent de manière continue pendant plusieurs siècles supplémentaires. Ils utilisent les structures existantes, aménagent de nouvelles cellules de méditation dans les grottes, entretiennent partiellement les jardins. Les inscriptions du mur miroir, rédigées entre le VIe et le XIVe siècle, mentionnent régulièrement des moines ordonnés et des novices parmi leurs auteurs, preuve que la communauté était encore vivante et que le site continuait d'être fréquenté comme lieu sacré.
Ce n'est qu'au XIVe siècle, dans un contexte de troubles politiques et d'instabilité régionale, que le monastère est définitivement abandonné et que la jungle reprend possession du lieu. La longue vie monastique de Sigiriya éclaire différemment certains éléments du site que l'interprétation palatiale peine à expliquer. Plusieurs structures au sommet du rocher, que les guides présentent volontiers comme des salles d'audience ou des appartements royaux, correspondent davantage, par leur dimension et leur disposition, à des cellules de méditation ou à des espaces de retraite communautaires. Le chercheur sri-lankais K.V.J. De Silva a suggéré dès les années 1980 que certaines parties du site pourraient avoir été construites ou substantiellement modifiées par la communauté monastique post-Kassapa, et non par le roi lui-même. Cette hypothèse reste débattue, mais elle invite à regarder Sigiriya avec un regard moins univoque. Ce que Sigiriya a été dans la longue durée, c'est avant tout un lieu que les hommes ont choisi, génération après génération, pour s'approcher de quelque chose qui les dépasse. Qu'il s'agisse d'un dieu, d'un roi divinisé ou du silence de la méditation. Kassapa y a laissé l'empreinte la plus spectaculaire, celle que les touristes viennent photographier et que les archéologues étudient. Mais le rocher existait avant lui, et il lui a survécu pendant des siècles. L'histoire de Sigiriya ne commence pas avec un parricide et ne se termine pas avec sa mort sur un champ de bataille. Elle commence dans la préhistoire et se poursuit jusqu'à aujourd'hui, où des centaines de milliers de visiteurs gravissent chaque année les 1200 marches de ce rocher pour y chercher, eux aussi, quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a autant fasciné que moi, laissez un like, cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous ne voulez manquer aucun prochain épisode, abonnez-vous. À très bientôt sur la chaîne de Victor Latour.